Bien, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette table ronde autour de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un sujet qui fascine autant qu'il questionne. Il suscite à la fois de l'enthousiasme mais aussi des inquiétudes. C'est vrai que depuis quelques années, on le voit s'imposer un peu partout, dans l'industrie, dans la santé, l'éducation, dans la recherche. On la retrouve dans nos téléphones, au sein de nos entreprises, dans les salles de classe et même dans nos laboratoires. Donc la question, c'est derrière cette omniprésence, on peut se poser la question de quel défi attend l'IA, comment est-ce qu'elle contribue aujourd'hui au développement des entreprises, mais aussi de la recherche, mais aussi comment est-ce qu'elle transforme aujourd'hui nos métiers et aussi ceux de demain. Donc c'est précisément tout ce que nous allons explorer donc, ensemble cet après-midi autour de cette table ronde. Donc pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir 5 experts au profil complémentaire. Donc tout d'abord, il y a donc Yannick Gérard, donc responsable R&D chez Davy les Humaniseurs, une entreprise spécialisée entre autres dans le développement des intelligences artificielles. On a Frédéric Hillon, ingénieur pédagogique à l'Université Bourgogne-Europe, qui travaille au sein du service pédagogie numérique et ressources de la direction du numérique. On a aussi Charlène Guillaumeau, ingénieur d'études en imagerie et intelligence artificielle, et Nicolas Navarro, enseignant-chercheur, qui travaillent tous les deux dans l'unité mixte de recherche biogéosciences, qui est spécialisée dans l'étude des mécanismes des changements globaux climatiques et anthropiques et de leurs impacts sur l'environnement, la biodiversité et la société. Et enfin, nous avons Mathieu Bach, donc, qui est business développeur et responsable de la business unit intelligence artificielle et humanité, merci, chez Science, donc, qui est une société d'accélération du transfert des technologies. Donc, pendant cette discussion, nous découvrirons dans un premier temps les parcours et les contributions de nos intervenants dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi son impact concret dans les secteurs d'activité et notamment dans la recherche, et aussi les compétences clés qu'il faut avoir pour pouvoir évoluer dans ce domaine, et aussi les transformations que l'intelligence artificielle entraîne sur nos métiers. Donc nous terminerons enfin par un temps d'échange avec vous, le public. Donc l'IA, les défis, quels impacts, c'est ce que nous allons explorer dès maintenant. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un rapide tour de table. L'idée, c'est de nous présenter en une ou deux phrases qui vous êtes, ce qui vous a conduit à travailler dans l'intelligence artificielle et comment est-ce que vous y contribuez aujourd'hui. Donc, on peut démarrer. Bon, eh bien, merci. Donc, comme vous disiez, je suis Yannick Gérard. J'occupe un poste de responsable recherche et développement pour la société Davy. Donc une société qui est éditrice de logiciels, je vais juste en parler deux mots, et puis dans le domaine de l'intelligence artificielle, et en particulier, on propose des humains digitaux incarnés. Comment je suis arrivé là? Moi, je suis plutôt un spécialiste, je suis de la mémoire humaine, et fatalement, j'ai fait pas mal de recherches dans ce domaine-là, et la mémoire humaine est extrêmement liée à l'intelligence artificielle, en tout cas celle qui est dédiée au langage, comment une machine peut interagir avec un humain. Et je suis arrivé dans l'intelligence artificielle puisque ce sont les mêmes procédés pour étudier au niveau de la recherche la mémoire humaine que pour faire des IA. En tout cas, avant que ChatGPT sorte et tout ce genre de technologie. Mais à l'époque, c'était vraiment similaire. Donc, de l'étude de l'humain à la construction de machines avec lesquelles on peut discuter. J'ai pris plus que 2 phrases, je suis désolé. Donc moi c'est Frédéric Hillon, en fait je suis responsable numérique de l'Alliance Fordham, qui est un réseau d'universités européennes. Donc c'est un peu l'auberge espagnole, hein. Il y a des Espagnols, des Allemands, des Norvégiens, etc. Et donc voilà, en fait j'ai une double casquette, à la fois développeur et administrateur de système, où je code, j'utilise de l'IA pour les besoins d'automatisation de certaines tâches, et on va dire une casquette plus diplomatique, où je suis en lien avec les directeurs des systèmes d'information des différentes universités pour aider la mobilité étudiante, aider la recherche, ce genre de choses. Voilà. Et donc c'est un sujet qui me passionne vraiment, comme le numérique dans son ensemble, parce que voilà, ça bouge vite. Voilà. Moi, c'est Charlène Guillaumeau. Donc, j'ai fait une thèse en biologie marine et spécialisée un petit peu en écologie statistique. Et là, je poursuis en fait ma route jusqu'à avoir un jour un poste fixe. Et du coup, je me retrouve en poste CDD 3 ans, ingénieur d'études,
en intelligence artificielle du coup. Donc c'est des mots-clés qui sont à la mode pour les projets de recherche. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu recyclée là-dedans. Donc moi j'ai pas une grosse expérience j'ai pas une formation d'informaticienne. J'ai une formation de biologiste marine et je me suis mis à l'IA depuis 1 an du coup. Alors Nicolas Navarro, moi je suis responsable d'une équipe de recherche sur le campus. Donc moi je suis venu en fait à ça sur l'analyse de données, à la base sur de la génétique statistique. On faisait de l'apprentissage machine et petit à petit, en fait, on en est venu à ce qu'on appelle maintenant de l'analyse, quelque chose qui est plus avancé, qui est de l'apprentissage machine plus profond, quoi. Et on s'en sert en fait pour décrire les formes, soit trouver des liaisons avec le génome, avec les variations sur le génome et la variation naturelle des gens ou des animaux, ou sur l'évolution. Et donc Mathieu Bach, donc moi je suis issu d'une formation, j'ai aussi une thèse, je suis un profil assez proche de celui de Yannick parce que moi j'ai étudié la linguistique et on va dire le fonctionnement du langage d'un point de vue cognitif. Et j'ai intégré ensuite Science à l'issue de ma thèse. Science gère en fait les partenariats publics-privés entre l'université, donc les entreprises ou les acteurs publics, on va dire plutôt en France, mais à la limite on pourrait aussi dire partout dans le monde quand on a de la chance. Et donc aussi des vies. Et donc d'abord j'avais le périmètre sciences humaines et sociales, donc j'ai commencé par là et puis j'ai intégré petit à petit des laboratoires d'intelligence artificielle dans mon périmètre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci. Déjà, alors, pour poser un peu les bases de nos discussions, on pourra avoir une première question. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition simple et accessible de ce qu'est l'intelligence artificielle? Parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, on a peut-être beaucoup de fantasmes, mais on aimerait avoir une définition, au moins, en tout cas, votre définition de ce qu'est l'intelligence artificielle. Moi, je dirais imiter les capacités humaines, parce que vraiment, il y a cette notion d'imitation, de simulation. Ça reste des machines derrière, du code. Et puis, automatiser certaines choses. Voilà, en fait, c'est vraiment une technologie d'automatisation aussi. Voilà, et donc après, concrètement, l'IA, ça reste toujours du code qu'on lance et qu'on arrête. Enfin, voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas d'autre chose que ça. Peut-être est-ce que Yannick voulait ajouter quelque chose ou... Tout est dit. En fin de compte, non, tout est dit, ce serait vite dit, justement, mais voilà, si on peut reprendre aussi un petit éclairage historique sur l'IA, assez rapidement. L'IA, au départ, ça a été comment on fait pour reconnaître des lettres, ensuite comment on fait pour reconnaître des défauts, ou en tout cas des choses qui sont atypiques, et ça cadre exactement avec ce que Frédéric a dit. On a commencé par récupérer des informations de choses que l'humain savait faire, on l'a mis dans une machine, on a commencé à faire des espèces de caméras, et ensuite, à force de pouvoir traiter des grandes masses de données, on a été au départ limité par de la puissance machine, de l'électricité, des processeurs, etc. Et au fur et à mesure, on a pu s'accaparer de plus en plus de données jusqu'à aujourd'hui, avec ces larges modèles de langage, ce qui sous-tend ChatGPT, où on a pu récupérer toute la connaissance humaine, en tout cas pour ne parler que celle au niveau du langage, pour pouvoir faire des systèmes mathématiques qui vont, en fin de compte, chercher des similarités, compléter ce que vous êtes en train de dire. En fin de compte, on reproduit, grâce à toute la création humaine, des systèmes qui fonctionnent, comme le disait Frédéric, c'est pour ça que ce n'est pas la peine non plus de compléter énormément, qui fonctionnent comme nous, on pourrait fonctionner en moyenne. D'accord. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle... peut-être vous non, moi j'ai trouvé que c'était pas mal dit. Voilà. Justement, donc là, la question, c'est savoir, vous, comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? À quoi est-ce qu'elle vous sert dans vos métiers respectifs? L'intérêt, c'est de voir aussi comment est-ce que vous pouvez utiliser cet outil de différentes manières. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être... Biogéosciences, ça pourrait être intéressant. Nous, on travaille sur... alors, comment commencer? Il y a un gros projet qui s'est monté, qui s'appelle École Plus, qui a pour but en fait de numériser toutes les collections qu'on a dans les tiroirs de musées. Donc, par exemple, vous avez des crânes de primates, des crânes de souris, des fossiles, etc. Et en fait, on veut créer une énorme bibliothèque qui va répertorier en fait tous ces éléments en 3D
dans des bases de données numériques, au cas où il y ait des pertes. Et pour favoriser aussi, l'Université de Montpellier, elle veut accéder à des objets qui sont à Paris, pour éviter des transports, etc. On a accès en fait sur Internet maintenant. Et en morphométrie, donc en étude des formes, on a besoin en fait de mesurer précisément, par exemple, la distance entre deux yeux. Et pour mesurer cette distance-là, il faut poser un point là et un point là. Quand on veut analyser une image de manière très très fine, un objet 3D, il faut poser des centaines de points si on veut voir la forme générale. Et tout ça, c'est fait manuellement. Et vous imaginez que si on a 1000 individus et qu'il faut poser 100 points par individu, ça prend un temps énorme. Et entre deux personnes qui posent des points, il y a beaucoup de différences en fait. Et il faut faire des réplicas. Donc ça prend un temps infini. Et du coup, le but de mon CDD de 3 ans, en fait, c'est d'essayer de poser des points de manière automatique avec de l'IA. Donc moi, je compléterai la définition. L'IA, c'est un outil, en fait, qui va, comme un bébé, apprendre quelque chose. On lui dit c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat. Si on lui montre un chien, il se trompe, mais il apprend de son erreur et il apprend pourquoi. Et bien là, c'est la même chose. On va lui dire faut poser là, faut poser là, faut poser là, faut poser là. Et en fait, on a un outil qui est intelligent et qui est capable de faire le travail à notre place de manière automatique, répétable et propre. D'accord. Comment est-ce que vous, par exemple, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle? C'est un outil que vous utilisez ou plutôt que j'utilise comme tout le monde avec ChatGPT pour rédiger des mails, remplir des dossiers. Et sinon, non, nous, on vend plutôt des solutions développées par les laboratoires de l'Université Bourgogne-Europe. Ça peut être effectivement sur de la vision pour faire de la détection de formes ou de défauts, effectivement, dans ce qu'on va appeler le contrôle non destructif. Ça peut être effectivement pour développer des systèmes autonomes de production de langage, ce qui peut être à la fois juste je produis des mots dans un contexte spécialisé, donc par exemple produire des notices de machines, par exemple, à partir d'éléments synthétiques. Ça peut être de la traduction, ça peut être... dans le langage, c'est à peu près tout, en fait. Non. Et puis la simulation, finalement, en fait. Oui. La simulation à partir de données existantes, faire des grosses simulations pour arriver à de nouvelles données et aller sur de l'analyse. Ça peut être utile sur tout ce qui va être gestion autonome d'un bâtiment, sur de la maintenance prédictive ou de la médecine prédictive, justement, pour tester des médicaments de manière simulée avant de les tester en vrai sur des animaux et des êtres humains. Donc vous, en fait, votre métier, c'est pas d'utiliser l'IA, mais de vendre des solutions IA aux entreprises. Oui, c'est ça, exactement. Et comme du coup, c'est mettre en relation donc, des laboratoires qui développent ces solutions avec une recherche vraiment plus poussée avec les entreprises, de bien déterminer peut-être aussi la solution adéquate, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Enfin, on peut avoir les deux cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise qui vient avec un besoin très défini. Et moi, mon rôle, ça va être de trouver le bon chercheur qui a la bonne expertise pour réaliser la solution. Ou alors, dans l'autre sens, j'ai un certain nombre d'expertises en magasin, je sais faire un certain nombre de choses, et ben, je vais aller questionner les entreprises sur leurs besoins réels, et ensuite on va développer la solution qui correspond à leurs besoins. D'accord. Dans les deux sens. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres usages de l'intelligence artificielle Ouais, après, il y a des usages pratiques ou du quotidien. En recherche, par exemple, même si on code bien, in fine, quand on va vers éventuellement des données qu'on connaît moins bien, ça permet quand même beaucoup d'accélération sur la production de code, oui. Code d'analyse, etc., pour finalement même nettoyer ce qu'on a fait, pour un petit peu optimiser ou des choses comme ça. Même si on sait le faire, et il vaut mieux savoir le faire, parce qu'on est capable de voir les erreurs, mais ça permet quand même vraiment d'accélérer. Alors, on a des métiers de plus en plus où on nous demande énormément de choses à faire en simultané, et finalement, ça permet de retrouver du temps en fait qualitatif, parce que ces tâches-là qui sont un peu répétitives et qu'on connaît, on peut les faire un peu plus rapidement. Oui, et éventuellement, on peut progresser aussi même dans sa pratique propre, parce qu'on va voir d'autres façons de faire. Parce que c'est entraîné sur... Nous, on s'est entraîné sur une façon de faire,
Mais en fait, l'IA, elle va nous proposer aussi d'autres solutions qu'éventuellement on ne connaissait pas. Donc, finalement, il y a aussi ce gain-là en termes d'apprentissage. Élargir un peu donc, les possibilités. Et quand vous disiez aussi faire gagner du temps pour que notre public en ait un peu conscience, par exemple, est-ce que vous avez des exemples de temps gagné Ouais, pendant les vacances de Noël, j'avais un petit peu de temps pour regarder un problème d'une collègue. Mais j'avais un petit peu de temps. J'avais 2 heures par-ci, 2 heures par-là, sur 15 jours. En gros, j'avais une journée. Finalement, je lui ai proposé une solution en une journée. Je pense que si je l'avais fait tout seul, j'aurais bien mis 15 jours. D'accord, donc en une journée, vous avez trouvé, en une journée, vous avez trouvé une solution que vous auriez mis 15 jours à développer seul. Ouais. Donc en termes d'usage, oui, c'est vrai que c'est... En fait, avant, avec le code, quand on avait une erreur, on cherche des blogs en disant j'ai cette erreur-là, je la copie-colle, je cherche et j'ouvre 15 pages internet pour essayer d'avoir une solution. Et maintenant, en fait, l'IA, elle peut en proposer 3 si on en demande 3, mais en fait, ça nous a évité de chercher pendant une demi-heure dans des blogs des solutions, quoi. Enfin, je pense que c'est en ça que ça va vite aussi. On l'a aussi dans le monde de la 3D. Je quitte un peu le langage parce qu'on n'en a pas encore parlé. Dans notre société, on fait des humanoïdes donc, en 3D. Sur la motorisation, pour les mouvements, pour au final aussi créer un personnage. Là où on pouvait mettre 2 mois, 3 mois pour faire les modélisations, pour ensuite faire les bons mouvements. Aujourd'hui, en 3 minutes, on peut créer un personnage entier. Et on fait des moteurs d'animation. Comment est-ce qu'on fait bouger une main, ce qu'on appelle du retargeting, dans l'espace? Et bien maintenant, on fait des moteurs d'animation avec de l'IA qui va s'inspirer des vrais mouvements et en fonction de la forme, ça va bouger automatiquement. Quand je bouge mon doigt, j'ai juste besoin de lui dire le mouvement qu'il fait et il va animer tout le reste de manière automatique et de manière cohérente. Donc, on n'a plus besoin de faire 3 mois de travail. C'est la même chose dans le langage. Par contre, ce à quoi il faut être vraiment conscient, c'est ça imite, c'est statistique. Il faut un nombre de données colossal pour faire ces moteurs d'animation à base d'IA. Si on n'a pas 20 000 heures d'enregistrement, et j'exagère à peine, on n'est pas capable de le faire. Donc il faut produire... Pardon. Oui, non, et je crois que le point principal, c'est le statistique. C'est-à-dire qu'on va faire une moyenne, et donc du coup, on va limiter la capacité créative de la machine, puisque de toute façon, la machine n'est pas créative. Quand on parlait des points tout à l'heure, statistiquement, un point est bien posé parce que la majorité est posée ainsi. Mais s'il y avait quelque chose d'anormal, qui pourtant existerait dans la vraie vie, la machine passerait à côté. C'est aussi les limites. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de limites. Après, pour les gains de temps, nous, dans notre cas, on a des cours à traduire. Et en fait, c'est vrai que on vit un espèce d'âge d'or de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des modèles, donc ça coûte très cher à produire un modèle d'IA. En fait, il faut prendre plein de données et faire justement ces calculs statistiques pour avoir finalement ce modèle ensuite qu'on peut réutiliser, réexploiter derrière. Et certains modèles qui coûtent très cher à produire sont gratuits. Vous pouvez télécharger, par exemple, OpenAI Whisper pour faire de la transcription de vidéos ou d'audio, Stable Diffusion pour générer des images. Et en fait, vous pouvez très facilement les télécharger et les utiliser derrière avec un peu de code. Et voilà, par exemple, pour la transcription, c'est vrai qu'il y a un vrai gain de temps. Mais comme tu disais, Mathieu, le monde réel est bien plus complexe que les inférences statistiques. Donc, ça apprend dans une certaine mesure, mais il y a tout un tas de choses qui passent loin, loin, loin des radars. Et, par exemple, la motricité, c'est le prochain challenge énorme. Parce qu'en fait, tous ces systèmes, ils sont complètement aveugles au monde extérieur. En fait. Je veux dire, un ordinateur, foncièrement, ça parle en 0 et en 1, même s'il y a des ordinateurs ternaires qui vont peut-être être utilisés pour les LLM. Mais en fait, même quand on parle à ChatGPT, tout est d'abord tokenisé, donc traduit en petits bribes de mots. Et puis foncièrement derrière, c'est des 0 et des 1, du langage machine. Donc on n'a pas du tout la même expérience du monde entre machine et être humain, quoi. Alors,
Vous avez parlé d'âge d'or d'IA. Est-ce qu'il y a des grands défis quand même qui attendent l'intelligence artificielle demain? Est-ce qu'on va arriver quelque part à des limites? Ou la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? On les connaît déjà, les limites. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, en gros, pour caricaturer, il y a eu 30 ans où c'était imiter le fond. En fait, qu'est-ce que l'intelligence? C'est un expert, savoir jouer aux échecs, savoir résoudre des problèmes. Donc en fait, le paquet a été mis là-dessus sur cette vision de l'intelligence. Donc en fait, on pensait en termes de règles. En fait, il faut donner le sens et les règles aux machines pour qu'elles puissent faire comme un expert. Et depuis 30 ans, on a un autre âge d'or du machine learning où finalement, on pense plus en termes de règles, on pense en termes d'exemples. Donc on va donner ces jeux de données énormes, c'est des tas d'exemples sur lesquels on va essayer de faire une modélisation de fonctions en fait universelle, un peu comme vous voyez fonction affine y égale 2x plus 1. Donc ça c'est une fonction de maths de base on va dire, mais là avec le machine learning ce qu'on va faire c'est qu'on va donner plein d'exemples de x et de y correspondants et essayer d'approximer quelque chose. Et on fait ça avec tout, on fait avec en entrée du texte, de l'audio, des choses comme ça. Et on essaie d'avoir cette approximation de fonctions universelles. Le problème de ça c'est que foncièrement on est sur la forme. Donc en fait, ces modèles-là, ils sont bluffants, ils ont des résultats extrêmement brillants, mais parfois complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire le même modèle d'un mois à l'autre, selon la version, parce que ça change aussi, il va être super fort ou vraiment échouer sur du bon sens. On va lui demander combien il y a de A dans un mot, il ne va pas être capable de le faire. Voilà. Donc en fait, on a eu ces deux grandes périodes, on va dire. Et le prochain défi, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire le fond et la forme, avoir des grands modèles qui arrivent à s'adapter à des choses particulières. Et il y a des pistes, par exemple, Test Time Training, ça date de février, mais c'est cette idée-là que finalement on a ce grand modèle figé, statique, qui va aller dynamiquement s'adapter à des questions spécifiques pour essayer d'être plus pertinent. Et c'est un peu ce qu'on fait avec l'intelligence humaine. On a un savoir général qu'on a, l'école, la vie, etc. Et on s'adapte à chaque fois vraiment aux questions posées. Et ça, pour l'instant, les modèles actuels, ils sont dans l'imitation de la forme, mais ils ne sont pas du tout dans le fond, en fait. Donc, c'est, je pense, un des plus gros défis, avec aussi la motricité, parce que voilà, on a une chose purement symbolique, ce qui est numérisable, en fait, le texte, les images, le son. Mais dès qu'on parle de choses plus complexes, compris l'analyse des sentiments. On parle d'analyse des sentiments en IA, mais finalement, qu'est-ce que sont les sentiments pour un modèle d'IA? C'est entre 0 et 1. C'est un peu léger par rapport à la palette de sentiments non numérisables qu'on peut vivre, quoi. Et pareil pour le monde extérieur, s'adapter, se déplacer, les déplacements, etc. Même s'il y a des choses qui avancent à ce niveau-là, mais en fait, toutes ces pièces du puzzle sont, à mon avis, des gros challenges à venir, quoi. Pour prendre... Je ne répondrai pas sur les sentiments, Frédéric. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est du 0 et du 1. Ça, par contre, on sera d'accord au bout. Un des plus grands challenges, c'est l'électricité. On a déjà des grands groupes aux États-Unis, pour le reste, je ne sais pas encore, qui redémarrent des centrales nucléaires parce que les serveurs, ils deviennent de plus en plus gourmands en électricité. C'est une ressource limitée. Et c'est ça aussi un des grands challenges pour aussi compléter ce que vient de dire Frédéric. Donc dans les perspectives aussi, il y a également, on est sur des IA qui sont très peu proactives. C'est nous qui sommes obligés de les stimuler. Et en fin de compte, à l'image des réseaux sociaux, elles restreignent notre vision en nous donnant ce qu'on leur a demandé. Et ça, c'est un des gros challenges. Comment on fait pour, au final, avoir des perspectives, qu'elles nous donnent des conseils qu'on attend ou qu'elles nous guident à aller voir des choses qu'on ne leur a pas demandé. Donc ça, c'est aussi un des beaux challenges. Bon, un des plus gros, on ne s'étendra pas là-dessus, on en parle moins, c'est le point de singularité, vous en avez peut-être entendu parler, c'est à quel moment l'IA va devenir indépendante. Il y a beaucoup de films de science-fiction là-dessus. Ça a un peu disparu des discussions. Il doit être moins actif, notre ami qui en parlait beaucoup. Donc voilà, mais je pense que principalement aujourd'hui c'est l'électricité. C'est de la ressource, elle est prise à un endroit, on l'enlève pour d'autres choses. À l'époque, ça s'est arrêté à cause de la puissance machine. Il y a eu un hiver de l'IA.
dans les années 90 jusque dans les années 2012, on va dire ça comme ça, je vais être gentil. Mais tout ce qu'on savait faire à l'époque, c'est ce qu'a donné le deep learning, ça existait déjà, et on n'avait juste pas la puissance machine pour l'exploiter. Pareil pour les côtés vidéo 3D, on n'avait pas les GPU, tout ce qui est processeur graphique, c'est ce qui permet d'ailleurs aussi aujourd'hui de faire tourner les IA, qui sont très consommateurs en électricité et en d'autres ressources. Mais là, ce n'est pas la table ronde, mais c'est un des grands challenges. Est-ce que vous voyez d'autres limites? Parce qu'on a parlé aussi donc, de ces limites-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi justement le côté alimentation de la donnée, où on a besoin de beaucoup de données, et je pense notamment à la qualification de ces données. Est-ce que ça ne fait pas partie justement des défis que doit... Alors peut-être de l'humain face à l'IA, parce que savoir ce qui peut être fait encore aujourd'hui et actuellement, des mots qui disparaissent de certaines bases de données, qu'est-ce qui va alimenter l'intelligence artificielle qui sera peut-être de plus en plus sclérosante? Enfin, c'est une question que je peux vous poser. Voilà, non, vous regarderez sur Internet tous les scandales qu'il y a eu les 2 dernières années entre Zoom, Facebook, Meta, il y en a plein d'autres, où il y a juste un petit pop-up qui apparaît, il y a Adobe aussi, un petit pop-up qui apparaît, mise à jour de vos données personnelles, j'accepte, oui, les petits trucs qui nous gênent en bas à droite, là. En fait, ils vous disent que d'un coup, ils vont pomper vos données, et que, par exemple, Adobe, tous vos PDF, tous vos autres, ils sont lus en fait par leur IA parce qu'ils ont des trucs un peu spéciaux pour entraîner leur modèle. Puis Adobe, derrière, il y a Photoshop. Et puis maintenant, il y a des systèmes de Photoshop où vous avez une photo, vous dites mettez-moi une baleine là, et puis il vous fait la baleine sur la mer, quoi. Et ça, c'est entraîné avec tous nos fichiers. Et Meta, Facebook, ils ont fait pareil en fait avec vos données sur les réseaux sociaux. Ils commencent à toucher aux conversations, Zoom avec les vidéos. Donc voilà comment les solutions. Et après, ça gueule et puis ils arrêtent et puis ils disent ah non, c'était pas vrai. Et puis ça recommence. Et c'est comme ça que ça marche, je pense. Hein. Oui, mais à contrario, on a entendu dire aussi, par exemple, pour pouvoir donner des résultats qualitatifs, notamment dans le domaine médical, on a quand même besoin de données d'images en fait médicales pour pouvoir établir des diagnostics le plus précis et juste pour éviter justement que, je ne sais pas si le terme est bon, mais que l'IA hallucine. Est-ce que justement, c'est pas justement là que réside le défi, faire attention aux données qu'on donne, mais comment est-ce qu'elles sont utilisées, comment est-ce qu'elles sont gérées? Ouais. C'est pas plus de données qui va enlever l'hallucination, malheureusement, parce qu'en fait, c'est l'équilibre des jeux de données. Par exemple, une étude qui montrait que si on voit plus de fois, je sais pas, 8 fois 64 que 9 fois 64, dans le jeu de données de départ, on va avoir une différence significative, une erreur, quoi, dans un cas et pas dans l'autre. Parce qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de fois où une situation a été vue en exemple dans le jeu de données et la précision. Et donc, en fait, ces modèles-là, cette façon de faire connexionniste, justement, qui est généraliste, crée des moyennes. Et plus de données ne va pas faire plus d'hallucination, parce que c'est vraiment inscrit dans le truc. Donc c'est les nouvelles approches qui essaient de combiner justement ce qu'on appelle le neurosymbolique, combiner justement cette logique du fond et avec l'approche plutôt de la forme, qui vont peut-être arriver à gérer ça. Mais par contre, pour les données, c'est vrai que là, on arrive à un seuil où, par exemple, pour les données texte, il y a déjà eu énormément de choses utilisées pour alimenter ces grands modèles, Wikipédia, Reddit, etc. Et on va arriver à ce point tautologique où finalement les auteurs sur le web utilisent des modèles comme ChatGPT pour générer des articles au kilomètre. Et en fait, les futurs modèles seront entraînés sur des données qui ont été produites par des modèles. Donc on arrive à ce truc un peu délétère, en tout cas pour le texte. Donc ils pensent à numériser, à faire du speech-to-text pour des données audio qui sont pas encore exploitées. Mais ce point-là, en fait, est très proche. Hein. C'est dans les années à venir, on va avoir cet épuisement des sources de données voilà, dans certains champs, quoi. En tout cas, pour répondre de manière différente à la question, on peut d'ores et déjà mettre des sources de données qu'on a validées nous-mêmes comme filtres sur les réponses pour que des systèmes plutôt généralistes, donc on met des systèmes de filtres qu'on décide nous,
et le système va aller piocher ses réponses dans ces documents spécifiques. Ça, c'est un des moyens d'éviter que ça hallucine, d'avoir une réponse globale dans toute la masse, et ça permet d'immuniser un tout petit peu. On ne garde que le volet compréhension et rédaction, la projection de notre demande et la capacité de la connaissance, entre guillemets, du langage, mais qui va se baser sur les documents fournis. L'un des risques aussi qu'on a avec ces modèles, j'en discutais d'ailleurs avec des personnes qui sont passées me voir à côté, c'est les valeurs des gens qui les ont créés. On a des modèles chinois, on a des modèles américains, on a des modèles de gens qui sont là pour faire énormément de business. Pareil pour la médecine et puis ce dont on parlait avant. La finalité de la médecine est différente d'une société qui a envie de faire du commerce. Mais derrière, il y a des gens qui véhiculent leur vision du monde dans les modèles qu'ils utilisent et qui vont nous répondre d'une manière qui est cohérente avec leur vision du monde. Ça, c'est un des gros risques de ce type de modèle. Parce qu'on est à la merci de leurs valeurs, et à force d'y être soumis, on risque de les adopter. Et derrière aussi, ce qu'il faut voir, la face cachée de ce type de modèle, c'est la modération. Vous avez énormément de personnes, des petites mains, qui ont toujours été dans l'informatique pour l'annotation, etc., qui vous enlèvent des contenus qui sont jugés inappropriés en fonction justement des valeurs de ces modèles-là. Et là, il y a un nombre de personnes dans le monde hallucinant qui ne fait que ça et qui est payé rien du tout à faire ça, à voir toutes les horreurs, la plupart du temps, qui ont été faites par d'autres. Et il faut aussi savoir, tu parlais de tautologie, il y a des gens qui créent des fausses sources de données. Ils génèrent des fausses sources pour que ces modèles qui, en fin de compte, font comme de la pêche en chalut avec un gros filet, les attrapent et que les modèles soient formés avec ces fausses données. Donc là, on n'est même plus dans l'hallucination. On est on met le verre dans la pomme et dans la transmission, on vous donne des fausses données qui ont été récupérées. Il y a des choses très intéressantes d'ailleurs sur le Moyen-Âge, etc. Il y a des sources de données qui ont été prises par des historiens. Oh, on l'a trouvé, donc c'est vrai. Ils faisaient aussi des faux à l'époque. Donc on a des fois des documents qui sont des faux, qui sont considérés comme des sources historiques parce qu'on les a découvertes. Et là, par contre, elles sont aussi créées exprès, on va les retrouver dans nos IA. Donc au final, c'est pas propre à l'IA tout ça. Non. Parce que là, l'exemple historique, il marche bien, mais ça marche aussi pour les voitures. Finalement, c'est les grands constructeurs qui nous disent qu'on aime comme voiture. Donc l'IA se répète finalement un aspect social qui existait auparavant dans d'autres formes. Donc je ne pense pas qu'il faille aller non plus trop dans cette direction-là. Pour moi, pour répondre à la question quel est le prochain grand défi, je pense que le prochain grand défi, c'est de la pédagogie. C'est expliquer ce qu'est l'IA, expliquer ce qu'elle n'est pas, commencer par expliquer que l'intelligent dans l'intelligence artificielle, en fait, c'est une mauvaise traduction en français. En anglais, ça veut dire renseignement, intelligence. Et donc déjà là, quand on parle de renseignement intelligent, on retombe plutôt sur l'idée qu'on a un outil qui transforme des informations en des nouvelles sources d'informations pour quelqu'un ou quelque chose. Et on limite aussi du coup le côté un peu terminator de l'IA. Parce qu'il est là aussi le souci. Je ne suis pas sûr qu'on soit proche de la fin du monde et des robots et de l'IA généraliste. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Alors après, effectivement, donc, en termes de défis, il y en a un autre, mais il y a effectivement l'éducation. Comment est-ce que justement nos enfants vont grandir? Parce que là, on arrive justement à la génération bêta, donc celle qui est née avec l'IA. Comment est-ce que, enfin, je ne sais pas, peut-être si vous allez réussir à répondre, mais comment est-ce que cette génération va avoir, quelle sera son approche avec l'éducation, avec l'accès à la connaissance, et aussi comment réussir à développer du coup son esprit critique par rapport aux informations qu'on lui donne. Est-ce que vous avez une petite idée peut-être sur la question, sur Honnêtement, en tant qu'enseignant, c'est un peu le problème. C'est difficile. En fait, c'est assez difficile de. À l'heure actuelle, on voit que c'est. Il y a 20 ans, les étudiants allaient chercher sur Google, ils faisaient de la recherche comme ça. Il essayait d'intégrer par lui-même l'information pour retranscrire quelque chose d'à peu près intelligible et intelligent. Là, on se retrouve ils vont chercher directement là. Donc en fait, ça pose des vrais challenges pour l'enseignant comment évaluer le travail, comment proposer quelque chose de pédagogique
sachant qu'il y a l'outil, que c'est là, que tout le monde va l'utiliser, que c'est comme ça et c'est parti, quoi. Maintenant, c'est comme ça qu'on va chercher l'information. Et là, on est confronté quand même, on sent dans les équipes pédagogiques où on ne sait pas trop comment faire. Au quotidien, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on peut aller chercher des outils pour contrôler est-ce qu'ils ont utilisé. Mais ils ont utilisé. Donc maintenant, c'est comment on utilise, nous aussi, l'outil pour transformer notre façon d'enseigner et d'évaluer finalement ce qu'ils ont compris, ce qu'a compris l'étudiant et comment il retranscrit quelque chose. C'est pas évident. Par exemple, là, moi, j'ai pas de réponse déjà. Ne faisant plus d'enseignement, je les vois plus, donc j'ai pas d'avis non plus par rapport à ça. Par contre, on travaille beaucoup avec des académies de grandes sociétés sur de la formation de cadres ou dans des domaines professionnels très spécifiques comme le moteur électrique. Et ils ont énormément de connaissances, ils ont énormément de problématiques qui correspondent également à celle-là. C'est comment on fait pour impliquer, alors que les gens ont l'impression qu'ils peuvent tout trouver de manière extrêmement simple. Et y a quelques idées déjà sur les notions d'évaluation. On peut transformer et utiliser une IA qui, elle, va challenger, comme pendant un oral. Donc là, on est en train de faire des tests. Disons, des gens font des tests avec nos outils, c'est pas nous. Donc je vais reformuler différemment pour prendre ces contenus, prendre les contenus que l'enseignant a créés, sélectionnés, choisis. On en revient, il y a une vraie expertise. L'enseignant est indispensable pour placer des jalons, pour inciter, pour dire voilà, c'est les fondamentaux qu'il faut avoir. L'IA, elle peut aller challenger l'étudiant, tout seul, l'étudiant, chez lui, pour lui dire qu'est-ce que tu as compris, comment tu ferais ça, etc. Et d'avoir vraiment quelque chose qui, pas l'attente de la bonne réponse, mais l'attente de la compréhension. Donc là, il y a des petits tests qui sont faits comme ça. Et de la même manière, beaucoup d'académies partent sur des mises en situation. Donc sur vraiment de la mise en situation. Alors il y a un gros travail à faire sur le volet évaluation. Hein. Il est indispensable. C'est qu'est-ce qu'on attend suite à cette formation. Parce qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, c'est des QCM à la fin. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Donc là, linguistique, on va attendre une bonne grammaire, puisque la plupart des choses se passent à l'oral, etc. Une bonne fluidité pour des choses transversales. Dans quel ordre les éléments ont été donnés, quand la personne a été interrogée dessus. Là, je pense typiquement à une situation où c'est des gens, des chefs de projet qui sont prêtés, disons, qui sont des intérimaires de grands groupes et qui doivent faire un rapport à leurs clients en leur expliquant en gros comment se déroule le projet, etc. Et l'IA simule le client. Et à la fin, on change de pièce, et puis il y a le superviseur du chef de projet qui lui dit écoute, là, c'était pas génial, etc. Et en fin de compte, je pense que ça peut se tuiler avec un environnement humain, parce que moi, je me souviens des serious games, ça commence un peu à dater. On nous disait oui, ça va tout révolutionner, etc. En fait, ça occupe une petite place. Et l'IA, c'est un outil, on a été plusieurs à le dire, c'est un outil, il faut se l'approprier. Il ne faut pas attendre que les autres se l'approprient. Et il faut le mettre de manière intelligente. Une des expérimentations qui a été faite avec une chercheuse qu'on travaille sur Paris, c'était au semestre dernier. Elle a utilisé l'IA, elle a pris ses supports de cours, elle a nourri l'IA avec ses supports de cours, et elle a changé le rôle de l'IA en lui disant tu donnes rien de mon cours. Par contre, tu vas interroger l'étudiant pour savoir justement ce que je disais au début, pour savoir si ça marche bien. Mais les étudiants sont allés la voir et lui ont dit vous avez la même chose pour vos autres cours, parce que c'est génial. Parce que ça leur met une nouvelle modalité, mais son cours, elle le continuait. Et justement, cette interaction entre les deux semble avoir marché. C'est une piste qui est étudiée, mais je pense qu'il faut se l'approprier en tant qu'enseignant. Il y a certainement des solutions. Ouais, j'allais dire, je pense que la solution, c'est ça, c'est un peu la maïotique, c'est essayer de faire justement faire agir l'intelligence humaine à partir de l'IA. En fait, par exemple, nos collègues de Norvège, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un sujet d'examen, ils vont le passer dans le chat GPT, ils vont prendre la réponse du modèle. Bon, on dit tous l'IA en général, mais en fait, on devrait dire les modèles d'IA, parce que finalement, c'est pas une entité. Mais voilà, et donc, il va demander l'enseignant va demander à cet étudiant, voici la réponse du chatbot, corrigez-moi ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
ou d'autres qui partent sur des posters en disant, parce que pour l'instant les modèles d'IA n'ont pas vraiment de sens. Donc générer un poster sur une notion par exemple de cours avec plusieurs encadrés, c'est pas encore très bon. Enfin, on peut faire ça avec des prompts, mais il faut passer beaucoup de temps et dans des logiciels de génération d'images et de texte. Donc voilà. Mais, ouais. Je suis désolée, on enchaîne un petit peu. Alors, une dernière thématique, pour terminer cette table ronde, on a parlé des défis, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est l'emploi. On a un petit peu quand même évoqué avec le métier d'enseignant finalement. Tout à l'heure, vous disiez, donc vous proposez des solutions d'intelligence artificielle. Le but, c'est aussi de gagner du temps. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va transformer aujourd'hui nos métiers ? Notamment, je pense à notre public où il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent. Comment est-ce qu'elle va changer nos métiers ? Est-ce qu'il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître ? Et surtout, en fait, selon vous, quelles compétences est-ce qu'on va demander aux futures personnes qui travailleront dans l'IA pour travailler dans l'IA ou pour travailler avec l'IA en fait. Concrètement, comment est-ce qu'on fait demain pour pouvoir travailler dans un monde avec l'intelligence artificielle ? On est encore plus humain. Parce que l'IA ou les outils IA vont remplacer les tâches à faible valeur ajoutée que fait l'humain aujourd'hui. Parce que c'est des tâches qui sont répétitives. On fait toujours la même chose, on copie-colle des éléments dans des mêmes documents qui sont ensuite processés, enfin copier-coller dans d'autres éléments. Donc ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Effectivement, une IA pourrait le faire. Et l'étape d'après, c'est OK, l'IA a préparé une nouvelle donnée intéressante. Alors là, j'ai besoin d'une expertise humaine pour la traiter. Finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on met des points pour identifier où sont placés les yeux, c'est bien, on va être capable d'analyser, d'identifier où vont être placés les yeux sur de nouveaux modèles. Et l'étape d'après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces informations-là. Et là, du coup, il faut une vraie expertise forte métier pour exploiter ces nouveaux éléments-là. Et ça, comme on est sur l'expertise métier forte avec peut-être un volet innovant, on va faire quelque chose de nouveau. Et comme c'est nouveau, l'IA ne pourra rien faire, puisque l'IA est basée sur des données anciennes, forcément. Donc pour moi, la réponse, c'est des spécialistes qui sont encore plus spécialistes. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres compétences que vous pourriez recommander ? Au-delà de compétences, c'est juste pour continuer ce que disait Mathieu, parce qu'on parle beaucoup de remplacement, de choses répétitives, etc. C'est ce qu'on vend depuis très très longtemps, même avant l'IA, sur des systèmes informatiques. Prenons Excel, ça facilite quand même aussi la vie. Ça reste des logiciels. Maintenant, aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise, il y a des gens qui n'utilisent pas Excel, mais s'il y a un peu d'informatique, ils vont le faire, en tout cas des suites bureautiques. Et va y avoir ces compétences, l'utiliser, mais surtout savoir l'exploiter. Mais au-delà de l'automatisation des tâches, ce que je voulais dire pour faire un petit écho aussi à ce qu'on disait sur la formation, des fois, il y a des choses qu'on ne fait pas et que l'IA va permettre de faire, donc ça va rajouter quelque chose. Typiquement en médecine, ne me demandez plus ce que veut dire l'acronyme, j'ai oublié, mais c'est pour les échos, en gros c'est des jeux de rôle où l'étudiant en médecine de 4e année, il est face à un patient qui est joué humainement par un étudiant en médecine ou un enseignant en médecine. Ça dure 7 minutes, il est évalué avec une grille, il sort, ils font ça à la chaîne, il n'a jamais aucun retour sur ce qui s'est passé, il a juste sa note. Donc il ne sait pas s'il n'a pas été bon au niveau empathique avec le patient, il ne sait pas si son geste technique a été bien exécuté, il ne sait rien du tout. L'IA permet de rajouter, de donner une certaine explicabilité. Donc en fin de compte, la compétence aussi, c'est se poser des questions et se demander en quoi l'IA va pouvoir rajouter des choses qui sont utiles. Parce que, OK, on a cette impression que tout diminue et il faut s'approprier les outils. Et savoir ce que ça donne à la fin, être capable d'évaluer. On parlait de code aussi. Moi, je ne crois pas à des systèmes qui vont faire un code en entier et sans aucun humain qui dise OK, sans expertise, sans zéro expertise de l'humain. En fait, sur le contre-métrage de ce qui est créé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui fasse. Tous ces systèmes, l'autonomie pure, on en est encore très très loin. L'IA ne peut pas agir toute seule. C'est un peu comme les cobots. On regarde, il y a eu la révolution des robots. Sans IA, on nous a dit,
tous les ouvriers qui sont dans les entreprises où il y a des tâches un peu répétitives vont disparaître. On y est ? Ça coûte un bras, un robot, sans faire de mauvais jeu de mots. Bah, les IA, c'est la même chose. Ça a aussi un coût. Il faut savoir les utiliser de manière intelligente, parcimonieuse, et pour faire aussi des tâches qui vont nous aider, nous. C'est quand même triste que les étudiants en médecine n'aient pas de retour, ou qui que ce soit d'autre n'ait pas de retour, typiquement sur des entretiens d'embauche aussi, de qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, et qu'on ne puisse pas non plus s'entraîner et vivre des situations. Moi, je crois beaucoup à la simulation par l'IA, avant de se retrouver face à une situation où on est démuni. Je suis désolée, parce que, vu le temps, j'aimerais au moins laisser la parole un petit peu à notre public, s'il y a des questions qui aimeraient être posées. Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Vous auriez pu continuer, en fait. Oui, bah, en fait, finalement, on aurait pu continuer. Oui. Ah, peut-être une. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'en ai peut-être une. Si quelqu'un, enfin un étudiant, une étudiante veut travailler dans l'IA, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir des grosses compétences en informatique pour pouvoir travailler dedans ? Je sais que vous n'avez pas de compétences en informatique, du coup. Il faut faire du Python. Et il faut faire la formation Fiddle CNRS qui est trop bien. C'est gratuit. Il y a 25 cours sur l'IA. Vous progressez très doucement. Fiddle CNRS. F-I-D-L-E. CNRS. Voilà. Sinon moi, je ne code pas non plus. J'ai fait des cours il y a 35 ans, autant dire que j'ai tout oublié. Il y a plein de métiers dans l'IA, comme dans plein d'autres secteurs, comme le secteur de l'informatique de manière générale. On a une de mes collègues fait j'essaie de le trouver en français, mais c'est vraiment horrible, de l'expérience utilisateur. C'est comment on fait pour utiliser le service que rend l'IA. Il faut bien l'encapsuler dans un autre système, quelle est l'interface homme-machine. C'est extrêmement important. Il y a de la recherche dans l'IA où on n'a pas besoin de coder. Il y a vraiment de la communication dans l'IA. Il y a vraiment tous les métiers qui vont autour, comme sur l'informatique. Alors effectivement, c'est bien de coder un tout petit peu pour savoir comment ça fonctionne, disons, coder ou au moins connaître les systèmes avec lesquels on travaille. Mais tout métier permettent, disons, une grande partie des métiers qui sont déjà dédiés au numérique permettent d'aller vers l'IA. Peut-être vous ouvrir à plusieurs casquettes, parce que typiquement le machine learning, ça fait appel à la fois à la programmation et aux statistiques. Hein. Et en fait, je pense que oui, avec ces bouleversements à venir, finalement, on a eu la mécanisation agricole, l'automatisation des chaînes de production dans le secondaire, et là, finalement, on est peut-être dans l'automatisation du tertiaire, partiel ou enfin, je sais pas, c'est un peu ça le mouvement. Voilà, donc ça veut dire que certains métiers vont être très préservés, d'autres pas du tout. Voilà, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense qu'avoir deux compétences fortes dans des domaines qui ne sont pas forcément en lien, ça peut être un atout pour l'avenir, en fait, parce que voilà, ça permet de ne pas être dans une case unique, vu comme ça risque de bouger vite. Enfin, c'est intuitif, hein, j'en sais rien, mais voilà. Bah, au-delà de son intuition, c'est un modèle de fond où on essaye de former, il y en a un d'ailleurs sur Dijon, des gens qui ont un métier, qui sont médecins, qui vont faire de l'IA, ou inversement. On va colorer aussi des juristes, on va leur donner une formation au niveau de l'IA, pour qu'en fin de compte, pour ne pas compartimenter, et justement pour savoir comment l'exploiter au mieux dans un métier. Et même si ce ne sont pas des doubles filières, il est possible de prendre des modules, et il est clair qu'il faut le faire, parce qu'en fin de compte, on voit bien, parler de robots, c'est comme un cobo, c'est quelque chose qui va nous aider. On ne court pas aussi vite qu'une voiture, donc il faut quand même savoir maîtriser le véhicule. Ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de savoir le construire, mais il faut savoir le conduire. Et on est exactement dans le même système. On est exactement à ça avec l'IA.
Mais très bien, je vous remercie. Donc ça va être l'heure de conclure déjà. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et pour vos partages aussi d'expériences. Merci aussi à vous, public, pour votre présence. Donc j'espère que ces échanges auront pu vous éclairer sur l'intelligence artificielle et sur l'avenir. Merci à tous.